Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Meher Mahjoub. Je suis le directeur du Centre de coopération pour la Méditerranée de l'UICN, de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Je suis très content et ravi d'être parmi vous dans cet après-midi, spécialement pour cette session numéro 2 sur les solutions fondées sur la nature. Je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs du MEDCOP et également les remercier pour l'invitation qui a été adressée à l'UICN en partenariat avec la Tour du Vala pour animer cette session ou ce hub sur les solutions fondées sur la nature. Donc vous avez suivi la première session qui a essayé de poser et de présenter le concept des solutions fondées sur la nature et d'avoir quelques feedbacks des principaux partenaires qui représentent la société civile, le secteur privé, les bailleurs de fonds, également les institutions publiques. Dans cette deuxième session, on va essayer de vous donner et de partager avec vous quelques exemples concrets d'initiatives qui ont essayé de mettre en œuvre ce concept de solutions fondées sur la nature à travers des présentations de projets à différentes échelles, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou régionale. L'objectif de cette session, c'est là, je vais essayer de continuer en français, malgré que les notes que j'ai sont en anglais. Donc, le défi qu'on va essayer de partager avec vous, ou l'objectif, c'est de vous montrer des exemples de SFN en Méditerranée et de partager quelques expériences où une approche intégrée a été mise en place et également de discuter avec vous comment renforcer l'incorporation des solutions fondées sur la nature au niveau décisionnel, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou régionale. Donc pour cela, un panel a été identifié et j'ai le plaisir de vous le présenter. Donc nos chers panélistes que je remercie d'avance pour leur patience et pour l'intérêt qu'ils ont exprimé pour participer à cette session. Donc nous avons mademoiselle Joëlle Salamé qui est programme manager à l'association internationale des forêts méditerranéennes qui va faire une présentation sur Mitigation to Climate Change. C'est le cas du projet Restore Med Forests qui a été mis en œuvre au Liban. Après, nous avons Madame Imen Rice qui va nous présenter le projet de restauration du flux d'eau au niveau de la lagune de Ghar el-Melh en Tunisie et les bénéfices de l'agriculture locale et des pêcheurs traditionnels. Mario Balsen, qui est senior lecturer au niveau du collège de Malte des arts et des sciences et de technologies, il va nous faire une présentation sur les défis et les opportunités d'incorporer les solutions fondées sur la nature au niveau décisionnel. Jean Jalbert, que vous avez suivi lors de la première session, directeur général à la Tour du Vala, va partager avec nous comment mettre à l'échelle les solutions fondées sur la nature au niveau méditerranéen et mettre en œuvre l'approche paysage, spécifiquement à travers un exemple concret du projet RESCOM, qui sera mis en œuvre incessamment. Théophile Bangar, il est le coordinateur de Cities Project. Il va nous présenter l'utilisation ou le potentiel d'utilisation des solutions fondées sur la nature pour faire face à l'élévation du niveau de la mer. Et nous allons avoir également Agustin Arcia, directeur du laboratoire d'ingénierie maritime à Barcelona Tech, qui va nous présenter aussi la restauration côtière
pour renforcer la résilience des écosystèmes au niveau des deltas, des lagunes et des estuaires. Donc, je voudrais encore remercier tous les panélistes ici présents et en ligne, et également pour tout le travail et la préparation qu'ils ont réalisé pour la contribution à cette session. Donc, on va commencer la liste des présentations. Et l'ordre qui a été prévu au départ sera légèrement altéré parce que, comme vous le savez, nous avons démarré avec un peu de retard. Donc, il y a quelques membres du panel qui ont d'autres engagements. Donc, si vous pouvez mettre la présentation de M. Mario Balzen. Mario, are you with us? Est-ce que Mario est connecté? Essayez de voir, s'il vous plaît, s'il est sur dans la salle d'attente du Zoom. Mario, are you here? Est-ce que Mario est connecté? Les collègues ont... Si Mario n'est pas connecté, donc on va lui donner un peu plus de temps pour se connecter correctement. Peut-être on peut passer à Imen. Imen Rice. Donc, Imen, elle travaille au WWF Afrique du Nord. Donc, Imen, she's a freshwater program manager at WWF North Africa, working with governments at national and local level, as well as with NGOs and local population, living around protected areas and wetlands to improve knowledge about biodiversity and inform better management of natural resources based on ecosystem approaches. Imen, she will share with us a presentation about the restoration of the water flow in the Ghar al-Milh lagoon for the benefit of traditional farming and small-scale fisheries. So, Imen, I have a question for you. I know that you may cover it on your presentation, but if it is not covered, please give us some insight or some information after. The question is, based on your experience in implementing wetland restoration as a nature-based solution, how do you see the way forward to upscale this work into the wider catchments or in other sites in the North Africa region? We know that you worked for a long period in Ghar al-Milh, so how this work could be upscaled and to go to other sites that share similar challenges. Thank you. Imen, you have the floor. Merci beaucoup, Meher. Je suis honorée d'être ici parmi vous et je vais présenter un cas pratique en Tunisie pour l'application d'une solution fondée sur la nature. C'est une restauration d'un écosystème qui a été dégradé par l'infrastructure et par les effets des changements climatiques. Si je peux avoir la présentation, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer le temps qu'on arrive à la présentation. Donc, le site de Ghar al-Milh, c'est un site côtier. C'est un complexe lagunaire de plusieurs écosystèmes de différentes typologies selon la Convention de Ramsar. Une lagune côtière, des lacs salés, des marécages. Et ce site, il est classé parmi les 22 zones côtières sensibles par la Tunisie. Il est aussi classé en tant que site Ramsar. Jusqu'aux années 70, le grand bassin, le paysage,
comme on parle d'approche paysage, le paysage qui est le bassin hydrographique du Majrda, qui commence en Algérie à Souq Ahras et finit dans la mer Méditerranéenne, déversé dans ce lac-là, mais après il a été dévié et il déverse sur la frontière sud de ce complexe. Le WWF travaille sur ce site depuis plusieurs années et récemment, nous avons appliqué le standard IUCN pour les solutions fondées sur la nature sur ce site-là. D'abord, il faut comprendre que le standard, quand on l'utilise, c'est un standard qui est utilisé pour planifier les solutions fondées sur la nature ou bien pour suivre et pour voir, d'abord, commencer par identifier quels sont les défis sociétaux en plus. C'est laquelle? Ah, d'accord. Donc, je parlais de ce site qui est un site côtier bordé sur la mer Méditerranée, mais bordé par les montagnes, Jbal Nazour, la montagne de Nazour, et qui est lié directement et indirectement au bassin hydrographique de la Majrda. L'idée, c'est que c'est un site très intéressant culturellement. Le patrimoine culturel et naturel de ce site est très riche et on pratique des activités socio-économiques très traditionnelles comme la pêche traditionnelle, comme l'agriculture, des parcelles agricoles, des jardins agricoles familiaux, qui sont très importants pour la sécurité alimentaire, mais très très vulnérables. Et le site a subi beaucoup de changements. Donc le WWF, en appliquant le standard, l'IUCN, et en ramenant toute l'expertise, toute la concertation, tout le travail qui a été fait depuis plus que 10 ans, ce qui est très très apprécié par le standard, c'est d'avoir toutes les données, toutes les informations utiles pour justifier et développer les solutions. On a identifié 4 défis sociétaux auxquels s'adresse notre intervention et qui sont principalement la sécurité alimentaire hydrique, la dégradation de l'écosystème et le développement socio-économique. Donc, nous adressons donc les risques donc le site, il a été modifié, comme vous voyez, et la modification a entraîné un dysfonctionnement et une disconnexion entre la lagune principale et un lac salé de 230 hectares où se pratique une agriculture ancestrale ramenée par les Andalous qui n'utilisent pas d'irrigation artificielle, qui dépend beaucoup du marnage pour irriguer les racines des plantes. Une dépendance, ça peut ressembler à l'agriculture pluviale. C'est très dépendant des conditions climatiques et actuellement, elle est très en danger de disparition à cause du manque d'apport en eau, que ce soit entre la lagune et la mer, mais aussi à cause des sécheresses, des années consécutives de sécheresse que subit toute la région de l'Afrique du Nord. C'est très important de la protéger parce qu'elle subit les effets continentaux liés à la sécheresse, indirectement la surexploitation de l'eau par l'agriculture, mais aussi on a évalué les risques liés à l'inondation et toute la partie inondable, on parle de plus de 14 000 km². Donc il y a une vulnérabilité de toute la côte à la submersion et l'intrusion marine. Ça, c'est des modélisations qui ont été faites pour modéliser l'impact du changement climatique sur la zone côtière. Et donc, tout ce que vous voyez là, c'est tout le complexe lagunaire de Ghar Melh et les cultures sur la Sepra, c'est des cultures qu'on appelle ramli parce que c'est du sable où on cultive c'est une agriculture maraîchère. Le diagnostic est très important, c'est une étape très importante dans le standard de l'IUCN pour les solutions fondées sur la nature. L'intervention vise à améliorer le flux, la qualité de l'eau, ramener l'eau qui n'arrive plus à fonctionner, l'écosystème. On a diagnostiqué l'état de l'écosystème grâce à tout le travail qui a été fait depuis des années. On a identifié
les potentiels scénarios de restauration et on a conduit des travaux de terrain pour améliorer notre solution, mais aussi on a amélioré les données liées à l'utilisation de l'eau, à la condition du sol au niveau des parcelles agricoles qu'on appelle Ramli ou Gataraya. Les scénarios ont été discutés en étroite concertation avec tous les partenaires. À chaque étape, on revient aux représentants des agriculteurs, des pêcheurs, des communautés locales, le gouvernement central responsable du domaine public maritime, la DGF en tant que point focal Ramsar. On essaie d'adresser tous les acteurs, les intervenants qu'on a identifiés dès le début du projet pour avoir toutes les autorisations nécessaires et l'aval des personnes qui seront impliquées par la suite dans la mise en œuvre de la solution ou le suivi de la solution. À côté de ça, on conduit aussi d'autres actions liées à l'agrotourisme, liées à l'utilisation de technologies qui est efficiente dans l'agriculture pour minimiser l'utilisation de l'eau et des pesticides. Aussi un travail colossal sur l'activité de pêche au niveau de la lagune. Malheureusement, elle a disparu de la petite Sapra, mais elle reste au niveau de la lagune et elle est aussi très vulnérable. Il y a une invasion d'espèces marines lesseptiennes comme le crabe bleu, américaine aussi. Et nous aidons les petits pêcheurs en formant des coopératives et en les aidant à combattre, à mieux gérer les ressources halieutiques et aussi à combattre les espèces invasives. Pour répondre à la question de Meher, l'idée pour nous, c'est que c'est une action pilote, mais très très importante. On la partage pour renforcer les connaissances au niveau de la Tunisie, mais aussi en Afrique du Nord. L'idée, c'est comme on travaille à une échelle du bassin, c'est de aller plus en échelle, à dupliquer et répliquer cette composante, non pas en répliquant le même modèle, mais en répliquant toutes les étapes que nous avons suivies, qui ont été très utiles pour nous et qu'on juge très très réussi pour impliquer toutes les parties prenantes et pour mettre en œuvre les actions. L'idée pour nous, c'est qu'on voudrait par la suite cartographier, caractériser tous les écosystèmes au niveau du bassin de Majerda, que ce soit des zones clés pour la biodiversité, des sites Ramsar ou des sites nationaux importants, et de continuer les inventaires de la biodiversité, le suivi de l'utilisation des terres, le changement de l'utilisation, et implémenter des actions de conservation urgentes en appliquant le standard, et répondre aux priorités de gestion, planification et suivi des écosystèmes d'eau douce sous la contrainte changement climatique, adresser les urgences de sécuriser les sources d'eau, notamment en parlant de l'importance de garantir le minimum d'eau pour les écosystèmes, le flux écologique, qui est très important pour les écosystèmes, pour l'eau et pour la biodiversité, et finalement réduire les contraintes liées à la pollution de l'eau, qui est aussi une menace urgente, la pollution qui vient de plusieurs sources, mais notamment l'agriculture, et garantir les sources de revenus aux populations locales, dans notre cas les agriculteurs et les pêcheurs. Merci beaucoup, Imen, pour cette présentation assez claire sur le présent et également sur le futur de votre projet et de vos activités au niveau du site de Ghar el Melh et au niveau des zones humides d'une manière générale. Un des défis que je rajoute peut-être pour le site, c'est qu'il y a plusieurs partenaires qui travaillent sur le site, comme tu le sais très bien, et là il va falloir également mettre un certain mécanisme de coordination pour que toutes les initiatives soient complémentaires. Vous travaillez sur le site de Ghar el Melh, mais également vous travaillez sur le fleuve de la Medjerda, qui est un des fleuves stratégiques en Tunisie. Donc, il y a assez de matière pour mettre en œuvre un peu ce concept. Et j'espère que les retours d'expérience peuvent servir, comme tu l'as bien dit, sur d'autres sites, que ce soit en Tunisie ou en Afrique du Nord. Merci encore une fois, Imen, pour la présentation. Et can we
go to Mario Balzan again. Mario, are you with us? Hi there. Yes, I'm here. Hi, Mario. Thank you for being with us. So now let's go to Mario. Mario, let me introduce you briefly. Mario is a senior lecturer at the Malta College of Arts, Science and Technology. He is founder and managing director at EcoStack Innovations and has been the coordinator of the Horizon 2020 project Renature, which aims to promote research and innovation excellence in nature-based solutions in Malta and the Mediterranean region. He participates in multiple Horizon Europe-funded projects on biodiversity monitoring and nature-based solutions and acts as an expert on biodiversity and ecosystem service assessment and sustainable development. So Mario, can we have the presentation of Mario, please? It's the third, number 3. Or Mario, if you can share the screen yourself, so... Yeah, I can do so. Yeah. So maybe Mario, before, so thank you again for being with us, Mario, and for participating to this panel. Before starting with your presentation, let me share with you this question that you may cover either in your presentation or just after. So biodiversity monitoring and ecosystem services assessment are crucial components of implementing nature-based solutions. Could you elaborate on the importance of integrating these aspects into decision-making processes, and how can policymakers and stakeholders effectively incorporate biodiversity and ecosystem services assessment into their decision-making framework to ensure the long-term success and sustainability of nature-based solutions? So you have the floor, Mario. Thank you. Many thanks for the question. Before I start, I'll try to share my screen, but it seems that share screen is answering your question. Yeah, I think it's when we talk about nature-based solutions, we are talking about the use of nature, well, to provide co-benefits, benefits to society, to individuals, to the well-being of people, and also to biodiversity. And I think Mario, I can hear you and I can see that the seat. Mario, do you hear us? I can hear you. Yes. We don't hear you very well. Could you please adjust your mic or turn off your camera maybe? Can you hear me better now? No, I mean, the sound is too low. Is it better now? It's still low, unfortunately. When you started talking, it was good, but then it went very low. Let's try this. Is it better now? It's getting better, yes. Okay. Maybe this. I think this is the best I can do. Now it's much better. It Go seems ahead. to be working fine at my end. No, I was going to say that when we talk about nature-based solutions, we're talking about the use of nature to tackle specific challenges, well, use of nature to tackle challenges, and some of these challenges are. Mario, we lost you. Mario, do you hear me? I can hear you, yes.
Hello? Yes. Maybe you want to start with someone else. I'm not sure I can do much better, but I can connect through my phone, for example. It's working. So maybe you want to start with someone else. Okay, Mario, so I will come back to you just after the next presenter. Okay, great, thank you. Thank you. So maybe we can go now to Joël Saleme. Joël, are you with us? Joël? Okay, so let's come here in the room again with Jean Jalbert until we fix the connection with our friends online. So Jean Jalbert is Director General of Tour du Vala Foundation, which is a research institute for wetlands conservation in the Mediterranean. Jean Jalbert is also the Vice President of the IUCN French Committee. He has been a tireless promoter of wetlands management and restoration as a powerful nature-based solution able to effectively address climate change challenges. Welcome again, Jean, to session 2. And I may, so I know that you have a presentation on upscaling nature-based solution in the Med, presenting a specific initiative called RESCOM project. So we will hear more about that. But maybe a question before starting your presentation. As a director of Tour du Vala and Vice President of the IUCN French Committee, as I said, you have been advocating for wetlands management and restoration as a powerful nature-based solution in the Med. So in your opinion, John, what are the primary reasons why wetlands play a crucial role in addressing climate change challenges? And can you share with us any specific examples or case studies that demonstrate the effectiveness of wetlands as NBS in the Med region? Thank you. Merci Maher. Merci encore et rebonjour à tous. Alors, avant de passer la présentation et pour répondre à ta question, c'est vrai que les zones humides sont, pour moi en tout cas, les champions des solutions fondées sur la nature. C'est un écosystème qui a été longtemps ignoré, dégradé, détruit, considéré comme insalubre, comme peu intéressant. Et on s'aperçoit au fil de sa destruction et au fil de l'augmentation de la pression climatique qu'en fait, c'est un écosystème absolument essentiel pour les hommes et pour la biodiversité bien sûr, mais pour nous et notamment toute une gamme de fonctions, notamment des fonctions de régulation de l'eau, c'est-à-dire que les zones humides sont en quelque sorte d'immenses éponges qui ont la capacité à absorber l'eau lorsqu'on est en excès, éviter donc des crues et des inondations qui peuvent être catastrophiques, stocker cette eau, l'infiltrer, alimenter les nappes phréatiques et pouvoir soutenir les débits d'étiage des rivières, recharger ces nappes phréatiques qui pourraient être utilisées pour des usages en décalé. Donc on est vraiment, alors qu'on voit que les changements climatiques, leur conséquence principale, c'est d'étirer les phénomènes des sécheresses plus intenses et plus longues et des inondations plus fortes et plus fréquentes, eh bien ces zones humides sont des amortisseurs climatiques de premier ordre qui ont cette capacité justement à limiter ces extrêmes, à remettre un peu ces phénomènes vers des gammes tolérables pour les activités humaines. Donc voilà, on voit qu'aujourd'hui, on a toujours du mal à convaincre les décideurs de sauvegarder les zones humides pour leur biodiversité ou pour elles-mêmes, mais on voit qu'on a un levier tout à fait efficace à travers cette action climatique. Les zones humides sont des amortisseurs climatiques de premier ordre et on sent qu'aujourd'hui, les décideurs commencent à considérer ces zones humides non pas comme des lieux insalubres et non intéressants, mais vraiment comme un des écosystèmes sur lequel l'investissement aura le plus de retours sur investissement et le plus rapide. Donc voilà, ça c'est pour donner un peu notre perception des zones humides comme un peu les super pouvoirs des zones humides, les champions de l'amortissement climatique. Et des exemples, alors c'est vrai qu'on n'en a pas encore beaucoup, mais par exemple, d'où je viens en France et en Camargue, on travaille sur une zone humide côtière. La Camargue est un delta très bas sur lequel la hausse du niveau marin
commence à se faire sentir, et on a décidé de laisser ouvert sur la mer une partie de cette zone humide, et on voit que la puissance des tempêtes en fait remodèle le trait de côte et est capable de faire revenir du sable qui était parti au large pour pouvoir recréer un nouveau littoral qui va pouvoir évoluer en fonction des contraintes climatiques. Et donc pour peu qu'on est capable de laisser un certain espace à la nature et qu'on est capable de laisser les processus naturels travailler par eux-mêmes, c'est un peu la tactique du judoka, c'est-à-dire plutôt que s'affronter à la force de la nature qui est colossale et qui aura toujours le dessus, eh bien utilisons sa propre énergie pour créer de nouveaux écosystèmes qui vont créer justement ces barrières, ces obstacles, ces protections contre les tempêtes de demain pour que les hommes puissent continuer à vivre. C'est un exemple de ce qu'on a fait en Camargue, et c'est vraiment ce qu'on souhaite maintenant pouvoir tester et développer à une échelle plus large. Et c'est l'objet de ce projet. Donc, pour ceux qui étaient à la session précédente, Alessio Satta, coordinateur de Medwet, a présenté les enjeux des zones humides et puis ce fameux consortium méditerranéen pour la biodiversité, qui regroupe 6 organisations, dont l'UICN, la Tour du Vala, Medpan, sur le PIM pour les îles méditerranéennes, Medwet, et l'Association internationale des forêts méditerranéennes. Des organisations qui ont toutes une compétence et une action historique à l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen, mais qui traitent toutes en fait d'écosystèmes différents. Nous traitons les zones humides, le Medpan les zones marines protégées, PIM les îles, l'association des forêts, la forêt. Donc en fait on se connaît, mais on travaille jamais ensemble, et on voit qu'en fait on n'intervient pas à la bonne échelle. On est à chaque fois un peu petit bras, quoi. On a un impact intéressant, mais qui ne se fait pas à la bonne échelle. Comme on l'a vu dans la session précédente, c'est vraiment à l'échelle des paysages, à l'échelle d'un écosystème fonctionnel qu'il va falloir agir, et à l'échelle des communautés qui vivent là-dedans. Et donc c'est toute l'idée derrière ce projet RESCOM, qui veut dire renforcer la résilience des écosystèmes méditerranéens, où en fait ce consortium a décidé, pour mettre en œuvre ce concept, mettre en œuvre son idée de travailler ensemble et de casser ces silos par écosystème, et bien de développer un projet qui traiterait de tous ces écosystèmes à la fois. Et donc ce projet est basé sur ce partenariat dont je vous parlais, et vraiment c'est l'idée d'abord de combiner nos savoir-faire, nos réseaux, nos capacités à chacune de ces organisations, et je vous le disais, de travailler à la bonne échelle, à une échelle qui nous semble avoir l'impact optimal, à chaque fois essayant de mettre en œuvre ces solutions fondées sur la nature sur plusieurs types d'écosystèmes à la fois. Et l'idée, c'est vraiment de travailler, et on l'a vu là encore, on ne peut pas travailler de façon isolée, il faut travailler avec les communautés locales, mais bien sûr avoir l'aval des autorités nationales et travailler avec les autorités locales. Et donc c'est tout ce travail qui a été assez long pour en fait sélectionner des sites pilotes dans ce projet, dans des pays qui seraient partants, où les autorités nationales sont partantes pour tester, mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature, et on a pu identifier au niveau local des sites qui soient cohérents, qui contiennent différents types d'écosystèmes, marins, insulaires, côtiers, zones humides, forêts, et à chaque fois pouvoir, alors tous les sites ne contiennent pas tous ces écosystèmes à la fois, mais en tout cas essayer d'avoir plusieurs écosystèmes et avoir l'aval, l'intérêt, l'engagement des communautés locales, des autorités locales, de la société civile sur ces sites-là. Et donc l'objectif de ce projet, c'est vraiment de promouvoir la conservation et la gestion durable de tous ces écosystèmes vulnérables et pour le bénéfice des populations locales. Encore une fois, ça a été dit, et je le répète, c'est vraiment pas la biodiversité pour elle-même, mais c'est la biodiversité pour elle-même et pour les populations. Et fatalement, si elle est bien protégée, les populations en bénéficieront. Et donc tout ça suppose d'une part tout un travail de renforcement de capacité à l'échelle du bassin méditerranéen sur ces solutions fondées sur la nature. On l'a vu, et Pierre Carré tout à l'heure nous disait qu'il y a un grand besoin de pédagogie, un grand besoin de faire comprendre la plus-value de cette approche-là. Et donc pour notamment qu'au niveau des politiques nationales et locales, les décideurs puissent vraiment se baser, intégrer dans leur politique d'aménagement, de développement, les solutions fondées sur la nature. On a voulu aussi travailler sur un appui à travers la création de ce qu'on appelle un think and do tank, c'est-à-dire c'est pas juste un think tank, c'est pas juste des gens qui réfléchissent et qui développent des concepts, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on réfléchit et en interaction complète et permanente avec ceux qui font sur le terrain pour pouvoir avoir cet aller-retour entre
des gens de différentes origines, des scientifiques, des praticiens qui vont pouvoir apporter une réflexion un peu au-delà des sites sur lesquels on travaille, et puis les gestionnaires de sites, et pouvoir vraiment avoir cet aller-retour en permanence. Et ça, c'est une des innovations, on va dire, de ce projet qui nous semble intéressante, de pouvoir vraiment avoir ce dialogue permanent, alimenter la réflexion de scientifiques ou de penseurs pour, à chaque fois, être en interaction et apporter des réponses concrètes aux opérateurs de terrain. Et puis, on va dire le réacteur de ce projet, l'élément phare, c'est précisément l'application sur site. Et donc, je vous le disais, on a consulté, ça a été long et pas toujours facile, mais pour essayer de trouver à la fois des pays qui seraient partants, des autorités nationales partantes pour développer ce type d'approche, et puis trouver surtout, c'est ça le plus compliqué, des sites où on est à la fois des autorités locales et d'abord une diversité d'écosystèmes et de biomes qui permettent d'appliquer ça à l'échelle de plusieurs écosystèmes, et des autorités locales et des communautés locales, des sociétés civiles locales qui soient partantes pour aller avec nous sur ce projet. Donc voilà, on en est aujourd'hui là. C'est un projet donc qui commence à peine aujourd'hui. Formellement, on a signé le projet, on l'a fait financer, et notamment grâce au soutien généreux du Fonds français pour l'environnement mondial et puis de la Fondation MAVA. C'est un projet, vous le voyez, d'un peu plus de 5 millions d'euros qui commence maintenant et pour les 4 ans qui viennent. Et juste pour finir, une petite carte pour vous montrer la localisation des sites. Vous voyez qu'il y a un projet au Maroc, plus au sud, un projet en Tunisie également, dans le nord de la Tunisie, un projet en Albanie, en Monténégro, en Turquie et en Sardaigne. Et l'idée, c'est vraiment, sur chacun de ces sites-là, comme je vous le disais, de pouvoir avoir un état des lieux co-construit avec les populations locales, trouver en quoi une gestion, restauration des écosystèmes, des différents biomes pourraient apporter des solutions pertinentes au bénéfice des populations locales et les mettre en œuvre avec tout un volet, bien sûr, de retour d'expérience. On est vraiment dans une approche expérimentale qui a vocation à alimenter la réflexion, remonter vers ce think and do tank, puis remonter aussi vers les autorités locales et nationales. Et l'idée, c'est que ces 6 premiers sites soient vraiment le début d'une famille beaucoup plus large de sites qu'on est en train de commencer à réfléchir, à développer dans plus de pays méditerranéens. Donc c'est vraiment, il faut le voir comme une activité expérimentale qui devrait nous permettre de tester la pertinence de cette approche à une échelle un peu plus large et alimenter vraiment une machine, un système qui va permettre d'élargir, de monter à l'échelle, d'être sûr de déployer cette approche des solutions Fondation Nature à l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation sur le projet RESCOM. Donc, je retiens deux informations importantes. C'est que ce projet RESCOM, c'est un projet qui va essayer de mettre en œuvre ce concept de solution fondée sur la nature, sur plusieurs biomes, c'est-à-dire, donc on va travailler sur les écosystèmes terrestres, sur les écosystèmes marins et côtiers. Donc, on va avoir une richesse en termes d'action sur le terrain et de défis à relever. Et la deuxième chose, c'est ce consortium qui est, en tant qu'entité, quelque chose où on n'a pas beaucoup d'expérience dans ces types d'organisations qui mettent en synergie plusieurs organisations qui travaillent plus ou moins dans le même domaine de conservation de la nature. Donc c'est un deuxième défi, mais les organisations que tu as citées, ils travaillent en Méditerranée, ils travaillent dans les mêmes pays, presque sur des mêmes sites. Donc c'était comme un passage obligé de construire ce consortium pour assurer plus de synergie, de complémentarité et d'expertise, parce que chaque organisation ramène un savoir-faire, une expertise qui serait utile si on les met ensemble. Et également, je pense que même les bailleurs de fonds sont porteurs et intéressés par ce type de consortium qui ramènent des projets plus complexes et plus importants à l'échelle régionale. Donc, merci encore une fois à Jean pour la présentation.
Let's see if we can reconnect with Mario. Sorry, Mario, are you with us? Hi, yes, I am. Good. So Mario, you have the floor to continue your presentation. It's the third presentation on the list, please. Can you hear me well now? Yes, much better. Thank you. Okay, great, thank you. Will you be sharing the screen, or should I do it? I think it's better that you share it by your aunt, Mario. Okay. It's already shared. Okay, I see that it's up now. Thank you very much. Yeah, so I'll talk about my experience in a number of projects. Focus a bit more on the Horizon 2020 project Renature, which was focused on capacity building. And yes, and I focus a bit on the term mainstreaming. So the next slide, please, is about mainstreaming nature-based solutions. When we use the word mainstreaming all the time, so I wanted to start off with a definition. So what do we mean when we say mainstreaming? And here we have a definition which is taken from literature. So taking a specific objective of one issue domain and declaring it across other issues. This is often mentioned, yet not adequately addressed because it requires a number of innovations. Social innovation, technological innovation, and often requires breaking down silos, bringing people together, which is part of the social innovation I was mentioning. And this is seen, in recent projects, we try to see what kind of nature-based solutions and projects have been recently implemented, and we've asked for people to submit the nature-based solutions and to send us data on that. If you go to the next slide, please. This is one of them. I was working with the Network Nature Horizon 2020 project, which is bringing a number of nature-based solutions projects in Europe. And we published a report on ecosystem restoration, on nature-based solutions and ecosystem restoration. And we asked, well, anyone who was interested to send us case studies, anyone from across the globe, I must say. And as you can see, often there was a focus on particular ecosystems. So a lot of projects, a lot of nature-based solutions, at least the ones we received, I'm not saying this is representative for the entire nature-based solutions across the globe, but I'm saying for the ones we received, we had a strong focus on urban ecosystems and marine ecosystems. And if you look at the kind of challenges which are tackled by these nature-based solutions, there was clearly a strong focus on biodiversity and on climate resilience, and those dealing with urban space management focusing also on green spaces. But the other challenges that society is facing and which can be tackled or addressed using nature seem to be less often tackled using nature. We have done this in another project, the project Renature, which I mentioned before. So if you go to the next slide, please, I'll introduce the Renature Nature-Based Solutions Compendium. Between 2019 and 2021, we asked for case studies, first from Malta, which is where this project was being coordinated, for nature-based solutions, examples of nature-based solutions, and then we widened the call for nature-based solutions case studies from across the regions with a Mediterranean climate, the majority of which are in Southern Europe. So this is the case studies we received when we shared this via a number of networks. The case studies look like this if you go on the compendium. But then we actually have a nice map, and we can actually see what kind of challenges they are tackling. So this slide is actually looking at the challenges which have been tackled. The next slide, please. The challenges which have been tackled with nature-based solutions. In our database, it seems that drought and heat risk and biodiversity loss are being tackled using nature-based solutions, and these are colored in blue here. But there's a lot of yellow in the graph, which actually shows that there's a lot of gaps. So we have limited experience with tackling, for example, provisioning services through nature-based solutions, or the social aspects, the unemployment, the social and the economic aspects, or the participation of communities through nature-based solutions. The next slide focuses on the benefits.
Sorry, the next slide is actually a network. We published the study, and we published the study and we show basically heat maps like the one I was showing before, and we not just analyze the challenges, but also then ask people to identify the benefits that they have seen post-implementation. And there's a bit of more blue. So actually, when we get experiences with nature-based solutions, we often understand that this is more multifunctional than we used to sort of think at the start, or it goes beyond the challenges that we want to tackle at the start. And actually, this shows then the challenges that we are tackling. This is a network, as you can see. Why? Because in many cases, we often tackle not just one challenge. So different challenges are tackled together using nature. And this is about the multifunctionality I was mentioning. Okay, the next slide is about the benefits. So this is a heat map with the benefits that people identified from their nature-based solutions. As I was saying before, there's more blue here, but also there is, if you look at the bottom, there's ownership, green jobs, water quality. You see those 3 lines there, it's all yellow. So there's a limited experience, for example, in our database at least, of nature-based solutions at giving rise to those benefits. Maybe they are not measured. Next slide, please. And then the next slide is about the SDGs. So you can see a lot of experience for those 4 SDGs, but then other SDGs are not that well tackled using nature-based solutions. I'm gonna skip a few slides because I feel that I'm running a bit late, but if you go to the next slide, please. We developed a toolkit, which actually is used to share experiences. So you can actually go on this toolkit and ask the toolkit to identify nature-based solutions which have been used to tackle biodiversity loss or heat risk or a static value. And it gives you this kind of, next slide please, data. So for example, it says drought and heat risk have been tackled using these nature-based solutions, and it gives you case studies. It's also about sharing experience. So this is what we wanted to do. The next slide shows the same thing, but for a different kind of challenge, which is local unemployment, tackling local unemployment. Here it's a bit more orange red because we have limited experience, at least in our database, with nature-based solutions addressing these challenges. Next slide, please. And the next few slides, I'm going to show how basically we have seen that there are a number of gaps and challenges. This is a paper that we published in 2021. It was based on a collaborative workshop and Delphi process. And in the next slide, we show how our stakeholders across Mediterranean islands identified a number of knowledge gaps, the top 5 of which are shown here. And the top one is actually what are exactly nature-based solutions. So there is a need to communicate more strongly with our policy stakeholders and with our business stakeholders, because it seems that maybe we are not actually reaching that far in some cases, at least at the local scale of implementation. And then the adaptation of nature-based solutions to a Mediterranean climate, for example, the adaptation to urban plans, the retrofitting of nature-based solutions in historic and dense cities like you often find around the Mediterranean. So these are all very much important knowledge needs which are limiting the uptake of nature-based solutions. The next few slides deal with enablers and barriers. This is the last part of my presentation. We recently published a paper where we spoke to our stakeholders in Malta and asked them to identify enablers, shown here with a tick, with a tick sign, or a cross, a barrier. And we did this for 3 filters: the perceptions, the infrastructure filter, and the institutions. This is based on a framework which is shown in this slide from Anderson 2021 papers, basically. And you see that there's a number of barriers here, including public awareness, including the awareness of policymakers, including the understanding of the benefits compared to the costs, including the awareness of the alternatives to grey infrastructure, traditional infrastructure. The next slide is about institutions. And here again, so the lack of cost-benefit assessment, the lack of interdisciplinarity, the difficulty in working across departments and institutions, the lack of standards for compliance. But also you see a few enablers here. Primarily, for example, on the use of nature-based solutions by businesses, for example, as part of their
corporate and social responsibility strategies as part in the potential phase of establishing interdisciplinary teams, or the use of research, or the guidance by IUCN or by the European Union, and the funding availability for research. These are, of course, enablers. And this came up strongly when we spoke to our stakeholders. The next slide is about infrastructure. And here again, we actually identified many barriers. Limited space, competing space, which often comes at a premium high cost of land, better integration of MBS principles in terms of reference of projects, potential negative impacts or ecosystem disservices, lack of experience with implementation, how to find the balance between, for example, nature-based solutions and cultural heritage, particularly in historic areas or in historic cities. So I think if we want to tackle or address the uptake of nature-based solutions and the effective uptake of nature-based solutions, we have to look at these barriers and try to sort of address these first. This was my last slide. The next slide is conclusions, which a bit summarize a bit what I was saying. I think we need measures of effectiveness. We need to measure where we need to put in nature-based solutions, how well they are working, how they are giving rise to benefits to biodiversity, to ecosystem services, and to the well-being of communities. And to do this, I think we need to address the existing knowledge gaps and the challenges which are there and which are limiting the uptake of effective nature-based solutions. That's all from my end. Thank you very much for the invitation. Thank you very much, Mario, for this presentation. I assure you that we hear you very well, and we followed all the slides. It was wealth information that you shared with us. We understand that it was within the ReNature project that all this information were generated. I have one quick question, if you don't mind. I mean, the title of your presentation was about how to help mainstreaming NBS into decision making. So how will you use all this information to influence policy and decision making process? Have you established an approach, how all this information will be communicated, and how will be your approach on that, Mario? Yeah, I think, well, the ReNature project is now ended, but what I haven't mentioned here is that it was a capacity building project. And what we did was actually focus on capacity building. So we went from having the creation of training activities for stakeholders. So we had authorities meeting on a regular basis, having training events where we invited speakers from across the globe, I must say. We had training for students following training at higher education courses in universities or in technical colleges and so on. We had these workshops with stakeholders, asking them to identify their gaps, their needs, and so on. So I think we have created a community. And this actually was the first project of other projects which then followed, where people are working together to actually implement nature-based solutions. So I think it already served that purpose. And now there's actually quite a few projects which are actually implementing nature-based solutions. I think we must focus more on capacity building institutions, and this was the purpose of ReNature. And I think that has already happened and is happening. When I say capacity building, it's about giving the skills. And at times, because institutions or departments are small, they might not have all the skills, but actually they know who is working on what, and they are able to network and to work across disciplines, across departments, and across institutions. This was what we wanted to do. I think we achieved that. Now there's a wealth of projects which actually build on the results of ReNature, and we are involved in a number of projects dealing with nature-based solutions with the national authorities here in Malta as well. Great. Awesome. Thank you very much again, Mario. Cheers. Thank you. So let's move to Joel Salameh. Joel, are you with us online? Yes, I'm here. Can you hear me? Great. Welcome, Joel. Thank you. Thank you for being with us. So, Joel, let me introduce you.
Meanwhile, we'll put your presentation on the screen. So Joelle is a program manager at the International Association for Mediterranean Forests, IFM. She's overseeing several restoration projects within the Mediterranean region, highlighting today one case study from Lebanon. And with her expertise in biodiversity, she implemented nature-based solution projects to ensure the successful operations and outcomes of this project. Joelle will be presenting to us a specific case study about mitigating climate change, and the case studies from the Restore Med Forests Lebanon project. So, Joelle, you have the floor. Thank you, Maher. So I'm gonna quickly jump into my presentation. So as Maher said, I'm gonna be showcasing a case study from Lebanon. Next slide, please. So first, I'm gonna introduce the organization. We are the International Association for Mediterranean Forests. It's a non-governmental organization based in France that was founded in 1996. Our mission is to conserve, protect, and sustainably manage the Mediterranean forest ecosystem. Our association is a place to share knowledge and experiences about forests and other wooded lands in the Mediterranean basin. The Restore Med project is funded by Prince Albert II of Monaco Foundation and Département Bouches-du-Rhône. And the AIFM is implementing it in partnership with an NGO in Lebanon called Lebanon Reforestation Initiative, in partnership with Bentea Nature Reserve and the municipality of Minges. The project started in January 2021 and will last until December 2023. This project is part of the UN Decade on Ecosystem Restoration, and as Maher said, we are adopting nature-based solutions in our project. The objective of this project is to contribute to the mitigation of the climate change effects on fragile Mediterranean ecosystems by adopting good practices for sustainable management and restoring forest landscapes, but we're doing that with the support of the local communities. We are working in Lebanon. Why we chose Lebanon? We chose Lebanon because it has a high density of population, and this high density of population is causing like some pressure on the natural resources and on the natural ecosystem, which will have a negative impact on biodiversity. Lebanon is considered as a biodiversity hotspot with several endemic species. So we have two sites we work on in Lebanon. We have Minges, which is located in the northern part of Lebanon, where we have oak and laurel trees. It's a forest of oak and laurel trees, and we have a lot of endemic species on a basaltic substrate. We also are working in Bentea Nature Reserve, where we have oak and pine trees. And this reserve, it's considered to be on the coastal area, more or less, and it has a lot of agricultural practices around it, and it is an important bird area. What is the problem we are facing? We have insect outbreak in Bentea Reserve, where we have seen Leptoglossis occidentalis that is affecting the production of pine nuts, and Tomicus destrians that is causing the decline of the trees in the reserve. The Lymantria dispar or gypsy moth is causing the complete defoliation of the trees.
But we are seeing another problem, which is in Bint El and Minjas, which is the increase in the frequency of the intensity of the forest fires in the area. To respond to those problems, we have several activities ongoing on the project. The first activity is we are designing a forest management plan for both forests. You need to know that in Lebanon, we do not have a forest management plan for the forest that is done by the ministries. We have laws and regulations, but we do not have a written forest management. So each entity is doing the forest management of those forests based on the laws and regulation. Then we implemented some activities from the forest management plan. Then we trained the workers to do those activities, and we have developed, we have done some capacity building workshops for the local community. And finally, we are planning to have like awareness sessions for the kids in both areas to talk about the importance of the protection of the forest. I'm going to quickly now discuss how we did the forest management plan. So we adopted we integrated the community in our approach. That's why we organized several roundtables with the key stakeholders in the area to understand their needs. Then, with a forest management expert, we did some field visits to be able to have a draft forest management plan that we validated with the key stakeholders and that we submitted it later on to the ministries for approval. I'm going to explain to you quickly. This is an example of the forest management plan in Minjas. We divided the forest into several management units, and each management unit, we have defined some activities that we're going to do in this in it. For example, one of the management units, we have a lot of laurel trees. So in this area, we will be collecting the leaves to produce essential oil. Next, please. What we have done as implementation of some activities of the forest management plan, in Minjas we developed a reforestation plan for the village, and we have planted in 3 sites native species in the area. You can see here, for example, a photo of a carob tree that we have planted, and we also put the terracotum, which is a hydrogel that we used in in the reforestation process. We also created fire breaks in the area. While in Bint El, we installed insect traps with pheromone to attract the insects and control the population of the insects in the area. We also created fire breaks to prevent the fire spreading in the area, and we cleared the understory, especially on the roadside, to prevent fires. We also installed a water pump that will be used in case of a fire. For the trainings, we given 2 trainings for the workers, one on reforestation good practices in Minjas and another one in Bint El concerning the forest management. And then we trained the local community and we developed their capacities on several topics such as beekeeping, essential oil extraction, and mushroom production. In fact, we have trained 122 people from the local community on those trainings. And finally, we organized the awareness sessions. In those awareness sessions, we have developed an educational material that is adapted for the kids that we will be distributing for the kids in an awareness day that we will be organizing soon.
So as you can see in this project, we tackled all the population, the kids, the key stakeholders, and the local community. So that's how we are adopting a holistic approach. So that's it. Thank you so much. Thank you very much, Joël, for this presentation and for the activities that you are doing in Lebanon within the Restore Med forests and within IFM. And thank you for being with us so lately. For the time's sake and because we have to end this session, I think, because we have to move to the closing session of the MedCop, I'm going to go directly to the next speaker, Théophile Bongard. Théophile, are you with us? Je suis là. Très bien. Bienvenue Théophile et merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, let me introduce you within the OCP. Théophile Bongard first participated in the coordination of scientific activities and in particular in the revision of the IPCC report dedicated to the ocean and cryosphere. He then took part in the preparation for COP25 by assisting the Because the Ocean initiative. For the past 3 years, he has been coordinating the CITES project and its team. So Théophile will be presenting us another angle of nature-based solution used to cope or to find solutions of the sea level rise. So Théophile, you have the floor and we will share your presentation. Thank you. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci de votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Donc, je travaille, comme vous l'avez dit, pour la plateforme Océan Climat, qui a été formée juste avant la COP 21. Donc, une autre COP que la COP Med, mais avec le même objectif, qui va être de mobiliser le travail des scientifiques, leurs conclusions, comprendre les conclusions des travaux de terrain aussi, et venir informer les décideurs politiques des États pour guider leur prise de décision et les politiques publiques. Voilà, mes slides ne sont pas encore à l'écran, mais ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est le résultat de travaux conduits dans le cadre d'un projet qui porte sur les villes et l'adaptation des villes côtières à la montée du niveau marin. Solutions fondées sur la nature en font partie et sont en effet un outil particulièrement intéressant, mais extrêmement difficile à déployer dans un environnement urbain bâti, comme vous pouvez l'imaginer. Donc sur la slide suivante, voilà ce sur quoi je vais m'appuyer. Ce sont des travaux qu'on a réalisés dans différentes régions du monde, en Europe du Nord, en Méditerranée, aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest et bientôt dans le Pacifique, où on essaie de comprendre comment des villes côtières s'adaptent à cette question-là et utilisent différentes solutions, et notamment les solutions fondées sur la nature. Et donc, je vous présenterai ce qui est en lien avec ces solutions-là. Donc, sur la slide suivante, s'il vous plaît, je vais prendre un premier exemple qui nous vient du Royaume-Uni. Au sud du Royaume-Uni, la ville de Portsmouth, qui a été accompagné par un projet qu'on appelle Coastal Partners et qui est très intéressant puisqu'on est dans un environnement particulièrement urbain, mais sur un littoral de 162 km, on a réussi à développer certaines solutions fondées sur la nature. Alors le projet de Coastal Partners, c'est une association avec 55 personnes qui travaillent au sein de cette association et qui ont pour but de montrer la complémentarité entre des solutions de protection, des ouvrages durs à certains endroits, des solutions fondées sur la nature et des opérations de relocalisation d'infrastructures ou d'habitations lorsque c'est nécessaire. Et ils ont aussi pris le parti d'assumer et de revendiquer une approche expérimentale, ce qui permet de développer des solutions dites, de s'appuyer sur des solutions dites sans regret, comme on qualifie parfois les solutions fondées sur la nature. Et donc en particulier, les travaux qu'ils ont menés, ça a été de combiner ouvrages de protection et solutions fondées sur la nature
en amont du mur, justement pour que lorsque la houle déferle, eh bien, les solutions fondées sur la nature atténuent la vague et limitent le risque de fragiliser la digue et donc les coûts d'entretien de celle-ci. Sur la slide suivante, j'essaie de mettre en valeur les quelques points les plus importants peut-être à retenir d'un projet comme celui-ci. Non, on était sur la bonne. On était sur la bonne avant. Merci. Alors la première chose, c'est qu'il a fallu travailler au-delà des frontières de la ville, vous l'imaginez bien, pour trouver des espaces encore naturels et pouvoir les protéger. C'est-à-dire que l'idée de renaturer des espaces a été très difficile à mettre en place et on a plutôt opté pour protéger des espaces qui étaient encore non artificialisés. Et donc pour cela, il y a eu un travail d'agrégation et de collaboration entre 4 différentes communes le long du littoral de la ville de Portsmouth. Deuxième idée très forte, très importante, c'est ce qu'on appelle time of trust, donc le temps qu'il a fallu pour convaincre les populations. Et cette association a été créée en 2008, et donc ça montre bien tout le travail entre 2008 et 2023 et tout le temps qu'il a fallu pour finalement, assez récemment, faire accepter cette idée de solution fondée sur la nature, donner confiance aussi en la performance et le potentiel qu'ont les écosystèmes ici côtiers pour protéger certaines infrastructures. Le troisième point, c'est le coût extrêmement coûteux. 30 projets, au total 10 000 habitations protégées seulement, pour un coût de 358 millions d'euros. Voilà, c'est aussi pour garder à l'esprit que même quand il s'agit de solutions fondées sur la nature, ou du moins d'un mix entre solutions fondées sur la nature et solutions dures, et bien ça reste très onéreux. Sur la slide suivante, je vais vous présenter un exemple de la ville de Santa Cruz, qui se trouve un peu au sud de San Francisco, qui est une ville particulièrement vulnérable au risque côtier, et l'hiver dernier qui a vu sa route de bord de mer détruite, le ponton partir à l'eau également. C'est une ville de 60 000 habitants, mais qui a pris le problème à bras-le-corps et à travers un projet développé avec la ville, avec l'université et avec les associations locales. Donc ils ont choisi de parler, de traiter et d'essayer de planifier l'adaptation côtière dès le début en s'associant avec une université et des associations locales. Leur approche, elle est intéressante parce qu'elle est dite adaptative. C'est-à-dire que même si on ne sait pas vraiment où sera le niveau de la mer ou quels seront les autres impacts climatiques et même les impacts sociaux, économiques qui vont avoir lieu dans 10, 20, 30 ans, eh bien on décide dès aujourd'hui de tout de même s'adapter. Et pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé différentes solutions, qui étaient des solutions de protection, des solutions de retrait aussi, des solutions fondées sur la nature et des solutions de pompage de l'eau derrière une digue. Et on a essayé de comprendre à partir de quelle date il faudrait aller vers la solution la plus ambitieuse, ou à quelle date une solution ne serait plus suffisante pour fonctionner. Et donc là, il y a eu tout un travail de mobilisation de la population pour définir des seuils de risque et se dire ensemble, en facilitant l'implication de la population de cette façon et donc l'acceptation de la mise en place de ces solutions, définir ensemble qu'à partir de tel niveau d'élévation du niveau de la mer, eh bien, la digue ne suffira plus, et donc il faudra l'abattre et par exemple laisser place à des solutions fondées sur la nature, ou que le pompage ne sera plus suffisant et qu'il faudra relocaliser l'ouvrage. Ça, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi sur la slide suivante, où je fais apparaître quelques points clés à retenir, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un travail, l'utilisation d'outils digitaux, justement pour que les personnes puissent visualiser ce que ça voudrait dire. Et donc, grâce à la réalité virtuelle, eh ben, un grand nombre de personnes de la ville ont eu l'opportunité de voir ce qu'étaient concrètement des solutions fondées sur la nature, quels seraient les écosystèmes qui seraient replantés, dans quelle zone, quel serait l'impact pour eux, parce qu'avec certains écosystèmes replantés, ben, dans un certain cas, les personnes ne pouvaient plus profiter de la plage comme ils le faisaient jusqu'ici. Mais ça a été un moyen vraiment de se projeter et pour la population de comprendre. Autre point important, je pense, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un temps long pour appréhender ces solutions, pour dépasser les biais cognitifs dont l'esprit humain fait face quand il s'agit de repenser la façon dont on vit de façon aussi radicale. Eh bien, il y a eu un travail de concertation avec les populations, notamment les plus pauvres, en engageant un public hispanophone dans ce cas-là et non anglophone,
en les rémunérant, c'est-à-dire vraiment en développant des budgets spécifiques pour s'assurer, en les rémunérant, qu'ils participent au travail de co-construction, qu'ils soient des ambassadeurs des différentes solutions à proposer. Voilà. Sur la slide suivante, je vous présente un dernier projet, et là on revient en Méditerranée. Ici vous avez à l'écran une carte qu'on a développée dans le cadre du projet que je pilote, où on répertorie un certain nombre de solutions développées en zone côtière avec un onglet spécifique solutions fondées sur la nature. Et donc celle-ci, sur la slide suivante, vous allez voir un petit rond apparaître. On se trouve sur la ville de Gênes, en Italie, où un projet de solutions fondées sur la nature est développé dans une ville. Alors qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est recréer un écosystème qui fait 100 mètres de large, 250 mètres de long, et qui a pour but à la fois de protéger la côte et la plage, c'est une plage de sable, grâce à ce nouvel ouvrage, et aussi de favoriser le développement de la biodiversité endémique. Ce qui est intéressant, next slide avec les messages clés, c'est d'abord l'implication très large de différentes parties de la population. Alors, les citoyens, les entreprises locales, les associations sportives, la ville de Gênes, l'université, Polytechnique et une association de protection de l'environnement. Vous voyez que ça fait beaucoup de monde, mais pour finalement parvenir à développer un ouvrage comme celui-ci dans une zone où il y a autant d'usages, parce que c'est bien le problème, c'est qu'il y a énormément d'usages, c'est pour ça qu'on voit que les sportifs les associations sportives sont mobilisées, parce que c'est des zones où on va faire de la planche à voile, utiliser la mer pour l'ensemble des possibilités qu'elle offre, et qui sont nombreuses. Donc voilà, il y a cette concertation qui est essentielle, et ici, c'en est un exemple concret. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça se combine toujours, c'est-à-dire qu'il y a la solution en tant que telle, qui va permettre de protéger ici la plage et de redévelopper la biodiversité, mais aussi un autre intérêt. Et là, cet intérêt, il est trouvé par l'université, mais qui va accompagner le projet en faisant du suivi, de l'évaluation, du monitoring, et c'est l'opportunité de développer des projets de recherche, et l'un sert l'autre. Dernière chose, le prix, une fois de plus, j'aime bien aussi qu'on prenne conscience de ces enjeux-là. Pour un ouvrage de 100 mètres sur 250, c'était 6 millions d'euros. Voilà, un prix, une fois de plus, important. Sur la slide suivante, je présente très brièvement un rapport qu'on a fait sur comment les villes côtières méditerranéennes spécifiquement peuvent s'adapter et quels sont les enjeux touristiques et comment prendre en compte, comment l'industrie du tourisme va devoir évoluer face à la mer qui monte. Et il y a certains de ces exemples sur les solutions fondées sur la nature qui sont développés. Voilà, je m'en tiens là et je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur Bongar, pour cette présentation assez riche et assez importante et ramène un autre angle d'action pour évaluer et tester l'efficacité des solutions fondées sur la nature sur les villes côtières. Un exemple qui n'a pas été couvert dans les autres présentations. Donc, c'est ça un peu le choix des présentations était de façon à ce qu'on couvre le maximum d'écosystèmes et de contexte local. Je pense qu'il y a une information assez riche également qui pourrait être utilisée, que ce soit par les scientifiques, les acteurs locaux et les preneurs de décision. Et j'espère que les acteurs ici présents et également ceux qui auront la chance de croiser vos travaux puissent avoir plus de chances d'interagir avec vous et avec l'équipe de ce projet pour avoir plus d'informations sur les résultats et les leçons tirées de ce projet, notamment le dernier projet que vous avez indiqué de Cities. Merci encore une fois, Monsieur Bongar. J'avais des questions. Mais vu le temps qui reste, je pense qu'on va passer directement à la dernière présentation. The last presentation will be done by Agustin Sanchez Arcia.
Augustine, are you with us? I am with you. Many thanks for the invitation. Hope you can hear me. Thank you very much for being with us and for staying with us late. We have had some issues with the starting of the session, so we hope that it was not too long waiting for you, Augustine. It's all right. So Augustine will present to us the coastal restoration for natural resilience in delta, lagoons, and estuary. Let me introduce you Mr. Augustine. So Mr. Augustine is the director of the Maritime Engineer Laboratory at Barcelona Tech, Catalonia University of Technology. He is the coordinator of the EU research project called RESTCoast, whose aim is to increase the pace and scale of coastal restoration, combining technical, financial, governance, and communication aspects. He's also one of the chapter leading authors of the second Mediterranean Assessment Report on climate and environmental change in the Mediterranean Basin. Mr. Augustine, you have the floor. Thank you. All right. Many thanks again for inviting me to speak here. I am coordinating the RESTCoast project, where we are fortunate to have Tour de Valade and IUCN as partners. It's one of the Green Deal projects of the European Union. May I have the next slide, please? Our aim is to show how restoration, properly designed and maintained through monitoring and modeling, can lead to an adaptation plan. We call it adaptation through restoration. It's one of our tenets, where we reduce risk and gain biodiversity from ecosystem services, from wetlands, dunes, and seagrass meadows. And we're showing how to develop all that in terms of techniques, finance, government, and communication with 9 pilot cases. One of them is the Venice Lagoon, where the activity deals with sea ground transplantation and a proactive sediment management. Another one is in the Vistula Lagoon in the Baltic Sea, where a new island has been created for biodiversity gains and ecosystem services to compensate some dredging impacts. Next slide, please. Again, with the same approach, restoration, design, and maintenance, supported by monitoring and modeling, we have 2 more cases. One is the Rhone Delta. We've heard about that before by the colleague from Tour de Valade. There, as you've already heard, I just repeat what he said, we are dealing with connectivity and realignment and monitoring the fluxes in former salt works and showing the effect on beach creation. So again, we are assessing risk reduction by new wetlands, by beaches, and by natural dynamics. On the right-hand side, you can see another of the pilot cases, which is a set of lagoons in Sicily, in southern Italy. There, we are looking on the effect of enhanced connectivity and improved water quality for ecosystem services. Next one, please. The next 2 pilot cases illustrate how we can assess restoration effects on coastal blue carbon and water quality. On the left-hand side, you can see Foros Bay in the Black Sea in Bulgaria. There we are monitoring the donor population for seagrass bed, the recipient side, and we are emphasizing the control of the seagrass meadows boundaries, showing how it changes and how it becomes vulnerable depending on the season. On the right-hand side, you can see another of the pilot cases is the Arcachon Bay in the Atlantic coast of France, southern France. And there we are deploying hydrodynamic damping devices. We call it biomimetic damping devices. It's a sort of curtains that we deploy inside the bay to favor the seagrass transplantation in the initial stages of seagrass development. Next one, please. Thank you. We are also looking at the financial aspects because the maintenance of restoration of restored coastal ecosystems needs an enhanced funding if we compare that with what we have right now. So we are developing business plans for restoration tailored for each pilot,
and indicators, and a quick scan tool to assess the restoration potential. The message here is that if there is no restoration potential, maybe it's not the best place to act and demonstrate the benefits of restoration or nature-based solutions. On the left-hand side, you can see the Nahal Dalia in the coast of Israel, where they are considering how to manage the land and the freshwater uses to improve the quality of the overall system and to fight against endangered or invasive species. On the right-hand side, you see another of the pilot cases, which is the Wadden Sea in between Germany, the Netherlands, and Denmark. We are simulating how the water velocity changes depending on the type of barriers or the type of seagrass bed. And on the right-hand side, you can see how the flood probability decreases if we introduce seagrass bed, that is the meaning of ecosystem services, and if we introduce sediment barriers. Next one, please. This is my last one. This is my own country pilot case. It's the Ebro Delta in the Catalan coast of Spain, Mediterranean coast of Spain. Here, I've shown this picture to illustrate how we are restoring the river delta coast connection. Our message for restoration is connectivity and natural dynamics. And we are showing how we can improve the natural resilience of coastal systems by a number of NBS building blocks. Let me illustrate that in here. First building block is control floods. We are running control floods to enhance the sand and the sediment transport towards the delta, which because of the former dam construction and river regulation had decreased by almost 99%. We are restoring the beaches in the northern and southern part of the delta with backpass and also by creating an artificial coastal roughness. So we are moving away from traditional beach nourishment into a more creative, a bit more expensive, but more resilient, as we have seen this last winter, with what is called in coastal engineering rich and runnel topography, so crest and troughs, and embryo dunes. So small dunes that do not act as barriers, but enhance the resilience. We're also improving the connectivity for coastal lagoons, moving some barriers landwards. And finally, we are monitoring what is happening, the water and sediment fluxes, and also to determine the restoration efficiency. And in each of those 9 pilot cases, we have established what we call a co-plant, that stands from Coastal Restoration Platform, where we co-design and we also reach agreements for the monitoring and maintenance. Because everything we implement on such a valuable natural system has impacts and costs and carbon footprint. So one needs to be careful. And finally, we are monitoring, after all those nature-based solutions, how the ecosystem services evolve. So how we reduce, for instance, erosion risks, how we reduce flooding risk, how do we improve water quality, how do we improve the aquaculture production, and so on. Finally, we are implementing, it's already done, but it's under trial still, but it's already working, an early warning system so that from now on the coast will be managed in a proactive manner. So rather than waiting for the storm impact, let's say getting prepared before it happens. And that's all. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Agustin, for the presentation. With this presentation, I think we arrive at the end of the session 2 on nature-based solution. I would like to thank all the panelists, Joël Saleme, Imen Rice, Mario Balsen, Jean Jalbert, Théophile Bongar, and Agustin Sanchez Arcia for their presentation. I think we had a very good case studies of projects that have been implemented on the ground, and the panelists tried to give us an echo and some background information and lessons learned on how these solutions have been identified, have been implemented, what were the main challenges, benefits, and opportunities. I will not going to make
A final conclusion, I think it's a wealth piece of information that we had this evening, either in session 1 or in session 2. There is a big momentum on nature-based solution, I think, in the Med that we would like all of us, each one from its position, continue supporting it. Nature-based solution is a new concept that needs to be tested, implemented, and we hope that together we will succeed and get the results that this concept and these standards would like us to achieve. Thank you very much for all the panelists. Thank you for those who stayed with us lately, and the translator, and also the organizers there for the logistics, and see you in other opportunities. Merci beaucoup.